Good morning, everyone. It sounds like there's an empty room in here, so I'm going to try that one more time. Ladies and gentlemen, good morning. So alive, thank you. Thank you, Kaba, for that. And what a great panel they just had, and we want to develop this to the next level. So last September, Cote d'Ivoire announced a major discovery of oil and gas. We're talking about 1.5 to 2 billion barrels of crude oil and up to 2.4 billion cubic feet of gas. And that's why we want to talk about how can this benefit the people of this country. I'm really excited to welcome the newly appointed Minister for Mines, Oil and Energy of Cote d'Ivoire. Please give a big round of applause to Honorable Minister Mamadou Sangafoa Coulibaly. Thank you. And please, joining him on stage, give a big round of applause to Luca Vignati, who is ENI's head of upstream. They are the company developing that. Nice to meet you, sir. This is important because for a country like Cote d'Ivoire, the discovery of oil and gas could be life-changing for this country, for this community, for people that live here. But I want to start where the last panel left, Honorable Minister and Luca, about where do you see the role of electricity in the energy mix, Honorable Minister? Thank you, Larry. I'm going to speak in French, of course. As you know, French is our official language, even though I can understand a little bit what you are saying in English. A little bit? He's fully bilingual. He's being modest. D'abord, je voudrais vous remercier les organisateurs du CEO Forum. Je crois qu'il y a sa 10e édition et comme l'a dit le chef de l'État à l'ouverture, qui était un véritable succès, ne serait-ce que par la participation des patrons d'entreprises à travers le continent. Ceci étant, pour revenir à la question que Larry vient de nous poser, à savoir le rôle du gaz dans le mix énergétique dans notre pays, je crois que pour un pays comme la Côte d'Ivoire, et je crois que ce n'est pas différent des autres pays africains, nous sommes très heureux des découvertes qui se font ça et là à travers le continent. D'après les chiffres qui m'ont été communiqués, le continent regorge d'au moins 7,6% du potentiel de gaz identifié à travers le monde, à savoir 14 400 milliards de pieds cubes. Et ça, c'est une opportunité pour notre continent. Et nous sommes heureux de savoir qu'après la COP26, le gaz qui avait été identifié comme une source à bannir est redevenu une énergie propre. Et pour cela, nous voudrons indiquer qu'en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous avons un objectif très clair. C'est qu'à l'horizon 2030, le gaz va représenter 55% de notre mix énergétique contre 45% des énergies nouvelles et renouvelables. Donc c'est un gaz qui va jouer un rôle crucial dans le mix énergétique pour notre pays, pour les années à venir et peut-être même bien au-delà. Quand vous prenez l'histoire de l'énergie dans le monde, c'est vrai que le monde industriel s'est basé sur le charbon, après qui est un peu plus polluant que le pétrole. Et je crois qu'on est tous d'accord que le gaz est moins polluant que le pétrole. Donc c'est pour cela que je pense que c'est une source d'énergie qui va jouer un rôle crucial dans la transition énergétique. Maintenant, le long du panel, nous pourrons voir ensemble quelle doit être la position africaine, parce que justement, il faut que l'Afrique ait une position, parce que notre continent a besoin, plus que jamais, de ses ressources pour se développer enfin. Merci beaucoup pour votre question.
Merci. And that's an important place to pick it up because after the Ukraine war, Luca, we've seen that gas has become a strategic asset, maybe more than ever, because of the supply constraints and all of the geopolitical concerns between with Russia and Ukraine. So, reacting to the previous panel and also what the minister said, before we get into the recent oil discovery, where do you sit? Good morning, everybody, first of all. Thank you for the question. It's extremely true, Larry, that in the present condition, while the gas was already considered the transition fluid from the oil to a cleaner energy, nowadays is becoming more and more evident because we do have also an issue in energy security. And I believe that Africa is very much the source of important gas reserves, and also geographically is very, very well positioned because the market is Europe, so it's just north of Africa, and in some cases, just a few hundred kilometers from the source to the needs. Right. So I believe that is, if you allow me, double strategically because of the position and because of the huge quantities of gas. So I strongly believe that, we strongly believe actually that Africa will play a major role, not only in time-wise, but also quantity-wise, because there is an evident hole in the gas supply all over Europe. I do not want to extend to Far East because it was already in a very, very strong needs, but the shortcut will be Europe. Right. And so we're very close, like you're saying, we're very close to Europe, so where the gas is likely to be produced and where the greatest need is, it's a short distance. And so based on that, what is the significance of the recent Ivorian discovery in terms of energy security for this country? The importance of the Baleine discovery that we made last year in August, September, as you mentioned, is both related to the energy security in terms of gas for the country and also opportunity for exporting oil. As you correctly sized during your introduction, is a major discovery. Is more than 2 billion barrels of oil with a quite an important amount of associated gas. That as for our way of doing, our dual flag approach as ENI, we always, first of all, fulfill the domestic requirement, and then when and if there will be some export capacity, we work with the country in order to export. In this very case, it's not the case for the export. Minister is fully aligned. They will be fully devoted to the domestic market, and of course, to power production, as we saw from the previous panel. So in order to be short, answering you is a very, very strategic to us because it was marking a very important discovery after 20 years of no discovery done in this country. Right. So we believe that it will open a new phase, a new sector with a new different geological model. And secondly, we will be gladly supply gas to the domestic market because I was told even yesterday that the demand increase is more than 5-6% every single year. So we need really to rush up in developing our discovery in order not to disappoint authorities and the hosting countries. So Minister Coulibaly, are you ready to make some announcements about how soon there will be full production when it can benefit the people of Côte d'Ivoire? Ça, c'est une bonne question, mais je pense que la question est beaucoup plus adressée à mon ami de ENI. Mais ce que je dois dire après la découverte du mois d'août, je pense que les essais vont commencer. Ils nous ont promis dès 2022-23, et puis ils seront en pleine production autour de 2026. Ce que nous essayons d'obtenir d'eux, c'est de raccourcir au maximum ce délai parce que, comme il l'a dit, la demande locale
On a une croissance de demande qui est de l'ordre de 8%. Aujourd'hui, on me dit que c'est passé à 10%. Et cela ne devait surprendre personne compte tenu des investissements que nous enregistrons, aussi bien publics que privés, mais aussi la forte demande au niveau des foyers. Nous pensons qu'il faut que nous soyons à même de satisfaire cette demande croissante. Et c'est le gaz, justement, associé au pétrole qui vient d'être découvert, qui va permettre de compléter nos besoins en gaz. All right. Has this changed how you're approaching your job as Minister for Mines and Oil and Energy because you were only recently appointed but by the time you were getting appointed, this was still recent news. So in terms of how you plan to carry out your work, knowing there's this big project that's under your ministry, how are you thinking through what needs to be done? Je pense que, comme il l'a indiqué, nous voulons, dans le partenariat que nous avons avec ENI, y compris avec ceux qui sont là avant ENI, même s'ils ont la plus grande découverte, c'est d'abord de satisfaire la demande locale. La planification pour nous, vous savez, indépendamment du choc, parce qu'on a eu un choc en 2021 qui est lié à des soucis techniques pour la plupart, il y a une trajectoire déjà de notre plan de développement énergie qui est, à mon avis, un plan bien élaboré. Nous allons simplement parer au plus pressé et puis essayer d'actualiser ce plan de développement d'énergie dans notre pays. Et je peux dire que les récentes découvertes, notamment la plus grande découverte qui vient d'être opérée, nous rassurent sur le fait que nous pourrons satisfaire la demande locale, mais ne l'oublions pas, la Côte d'Ivoire est un hub énergétique. Nous fournissons de l'énergie aussi aux voisins. C'est vrai que les soucis que nous avons eus récemment ont un peu baissé la quantité d'énergie que nous fournissons aux voisins, mais avec ces découvertes, nous devrons pouvoir satisfaire aussi bien les besoins nationaux que les besoins régionaux. D'accord. Mr. Vignati, so he kind of sent the question back to you about full production. I was not going to let it slide. Are you ready to make any announcements here? Let me let's say, provide you a bit of background. No? Right. We said that the discovery was done August, September last year, that is a few months back. And what is important to us is also to note that in few months ahead, we'll be starting the phase one production. So in the second quarter to 2023, we start the production for oil and gas for phase one. And this one, if you count down, is less than 2 years and it is 1 year plus. And in terms of time to market, reaching even the shore with the gas pipe and so on is an extremely challenging benchmark. And then, of course, I do confirm that the full production will be by 2026. It's not a secret that we are continuously looking at accelerating because creating value for the stakeholders is our main target. And, but let me also take this opportunity to say that a fast track of 15, 18 months from a discovery, even to a first phase, was only possible because of the stakeholder support. Having a plan of development approved in 3 weeks is amazing. So this is to say that we need always the concurrence of authorities and countries, that they do believe that the discovery done can change the internal panorama. Otherwise, by our own, we will never meet those targets. So this is to say that we are working in Africa, we are working for Africa, but they are working for us. So that's to me is very important because by your own, you will always play your own song, but there will not be music along. Right. So that's very important. I would like to take the opportunity to thank the minister and all the staff, and also the partner, the national partner that has been supporting and setting our guidelines. And so far, they are bringing evident results. And this will be Africa's first carbon neutral development. How important is that?
Sorry, one more time. This will be Africa's first carbon neutral development. Yes, this is going to be the first African project that we are aware of. At least nobody was outing so, being scope 1 and scope 2 net zero, starting with. So it's quite an important achievement, because if we want to reach the zero carbon by 2050, we only don't need to retrofit what is already producing, but we need also to start with the good step for the new development. And this one for ENI and for Ivory Coast will be the first project. And as I said, also for the entire continent. So that's true. All right, related to that, Honorable Minister, we have COP27 coming back to Africa in a couple of months, coming back to African soil. And so obviously the climate change conversation is an important one. We've seen obviously the war in Ukraine and how that has made, excuse me, like I was saying before, and gas has become a strategic asset. How are you thinking through these issues? Well, Cote d'Ivoire's position going into Egypt for COP27, vis-à-vis your recent discovery that you obviously want to exploit as quickly as possible? Merci beaucoup, Larry. Je pense que ça, c'est une question importante. Je voulais déjà dire merci à Luca pour les efforts qu'ils sont prêts à faire pour qu'ils rentrent en phase de production le plus rapidement possible. Et je peux l'assurer de notre soutien pour que la phase de production puisse être raccourcie si c'est possible. Ensuite, pour ce qui va se passer en Égypte pour la COP 27, je pense que les pays africains, comme ils ont l'habitude de le faire, pourront parler d'une voix en tirant leçon de ce qui s'est passé pendant les autres COP. Bon, je dois dire que dans une vie antérieure, moi j'ai suivi la COP 21, la COP 22 en tant que ministre de l'Agriculture. Vous savez, la question du réchauffement de la planète est une question globale. La pollution ne peut qu'être globale. Et le plus souvent, les solutions sont mises sous la table sans qu'on ne prenne suffisamment en compte les contraintes des uns et des autres. Si je prends le continent africain, tout le monde est d'accord que nous ne polluons pratiquement pas. 4% du gaz émis, 4% seulement. Je disais à l'époque, si même nous arrivons au niveau de l'Afrique à faire zéro émission et que les gros pollueurs continuent sur leur tendance, ça ne va rien changer dans le réchauffement de la planète. Mais alors, à l'époque, je suis sûr que ces chiffres ont évolué, mais Larry, je vais vous dire, en 2016, 56 États les plus affectés, les plus impactés par le réchauffement de la planète, sur les 56 États au monde les plus affectés par le réchauffement de la planète, 36 étaient recensés en Afrique. Voilà un continent qui n'émet pas de gaz à effet de serre, mais qui est le plus impacté au monde. Ça, c'est vraiment, on allait dire, une injustice climatique. Alors, la position africaine est simple. À l'époque, nous avons dit, s'il y a des financements pour l'adaptation, c'est bien pour les pays, pour l'atténuation, c'est bien pour les pays qui polluent, mais nous, en Afrique, nous avons besoin de financements pour l'adaptation. Aujourd'hui, nous, Africains, nous découvrons, et c'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays, le Sénégal a été cité, il y a beaucoup de découvertes qui se font ça et là, et c'est en ce moment, on nous dit, au moment où nous avons une population, la plus forte population, de croissance de population, avec une frange de jeunes qui sont de plus en plus nombreux, et l'énergie aujourd'hui est devenue une source vitale, comme l'eau. Donc nous, Africains, nous avons besoin de cette énergie pour notre croissance et pour notre développement. Nous ne polluons pas, on ne peut pas prendre des décisions. Vous savez, il faut être réaliste. Si vous prenez des décisions alors que les gens sont dans une posture de survie, ça ne marchera pas. Moi, par exemple, quand j'étais au ministère de l'Agriculture, on demandait aux paysans de faire de l'agriculture responsable. Mais vous savez, nous avons connu des moments difficiles ici en Côte d'Ivoire. Quand on a remis les semences aux paysans, c'était pour produire
Mais quand ils ont eu faim, ils étaient dans une situation de survie, ils ont consommé la semence. Donc c'est pareil pour l'énergie. Il faut que la solution soit globale et qu'elle prenne en compte les contraintes des uns des autres. Pour terminer sur ce point, l'Afrique a intérêt, comme elle l'a toujours fait ici, de parler d'une seule voix. Et je peux vous assurer qu'à la COP27, nous allons parler d'une voix pour que nous puissions mettre sur la table les contraintes et l'intérêt aussi de l'Afrique. Based on that hypocrisy you talk about the West, we are the least polluters, but we are the worst affected by climate change. They are not ponying up the money for climate change adaptation and mitigation. So should we, even as a continent, should Cote d'Ivoire commit yourselves to the energy transition when you are contributing the least to the world getting in this situation where it will be unlivable? Should we commit ourselves as Africans to the energy transition the same way other big Western nations are? Non, justement, c'est de ça que je parle. On ne peut pas aller au même rythme. C'est impossible. Déjà, je vous dis, je vais vous donner un exemple. Nous, à la COP 21, tout le monde a eu beaucoup d'espoir. Mais à la COP 22, l'espoir s'est un peu amenuisé. Pourquoi? Parce qu'entre les deux COP, il y a eu un changement aux États-Unis. Le président Donald Trump est clairement un climato-sceptique. Du coup, tous ces grands pays qui étaient, les gros pollueurs, qui étaient prêts, sous la pression des États-Unis à l'époque avec Obama et puis la France, tout le monde a commencé à se rétracter. Et du coup, c'est comme si le changement climatique nous attendait. Dieu merci, on est heureux aujourd'hui qu'avec les États-Unis, il y a encore, les gens poussent pour qu'on règle la question du climat. Mais on ne peut pas demander aux pays africains qui ne polluent pas de laisser les ressources, qui sont des ressources vitales pour le continent, alors que nous pouvons les utiliser et puis avoir une empreinte zéro carbone, puisque avec le projet DENI, il l'a dit, à côté de leur production, ils vont faire de la forêt, ils vont planter des arbres qui vont pouvoir capter aussi du carbone. Donc le projet aura pour objectif d'avoir zéro impact carbone. Donc il y a toutes ces choses sont possibles. Mais on ne peut pas commencer à restreindre les financements et donc faire en sorte que le continent ne puisse pas développer son économie à partir de ces richesses découvertes. Je me réjouis d'ailleurs que l'Europe regarde désormais vers le continent africain pour subvenir à ses besoins énergétiques. Donc ça veut dire qu'on a un intérêt commun. Si on se met autour de la table, qu'on prend les contraintes des uns des autres, je suis sûr qu'on va trouver une solution. Pour ce qui est du financement, il faut savoir que les banques africaines s'organisent aussi. Bon, je pense qu'à quelque chose malheur est bon, il était temps que nos banques s'organisent pour financer les besoins de développement du continent. The ministers made a very strong statement on this, and its energy needs. These are life and death issues here on the continent, Mr. Vignati. ENI has an energy transition strategy. You're aiming for net zero carbon emissions by 2050. Is that even attainable? And considering, let's just be honest, energy companies like yourselves are contributing more than most to the climate emergency we're in right now. So is this just an empty platitude? I believe that the 250 is feasible, and of course it will not be only based on the hydrocarbon fossil energy, but we have a mix of different contributions that will bring us to have the net zero scope 1, 2, and 3 by 250. Of course, it is a quite long journey. We are targeting and implementing several measures that they go from the biofuel, from carbon capture, sequestration, renewable energies, biofuel, as I said. So there are many contributing factors that, according to our estimation and targets and commitment, I should say, they will bring us to 250. Of course, we have been defining also intermediate dates whereby stakeholders and shareholders can validate, can prove that what we are saying is what we are doing, and vice versa. And we do believe that the just transition is the only way forward. I believe that the minister
described very, very well, was only missing the title. He described perfectly the just transition. We cannot think as a Western countries to transit by our own, leaving aside all the other ones that have been supporting so far. Right. So this is not what we do envisage, is not what we are doing. And we need to keep going along all together, maybe different speeds, different timing of implementation, but nobody can be left behind, because otherwise it will be an half transition that will not work, because the world is one single entity. So having something that is perfect and something that doesn't work, the conclusion will bring something that doesn't work. Right. So we need everybody to be involved with their own capacity, capabilities, resource, timing, financing, with a common target. Otherwise, it will be lost in the water, this main target that collectively we are embracing. Fantastic. Larry, Yes, sir. juste pour appuyer ce que vient de dire Lucas, vous savez, les pays, je l'ai dit, hein, je prends le continent tout africain tout entier, il pollue pratiquement pas. Mais si on veut atteindre, puisque le phénomène du changement climatique est un phénomène global, comme je l'ai dit, donc on doit être à la ligne d'arrivée ensemble. Mais les points de départ ne sont pas pareils. Les pays qui émettent beaucoup de gaz et qui ont contribué massivement à la pollution, pour ne pas les citer, on les connaît très bien. Donc c'est à eux d'aller plus vite, pour que leur rythme doit être beaucoup plus accéléré, parce qu'ils ont beaucoup d'impact sur le réchauffement climatique. Par rapport à des continents comme le nôtre, c'est ce que j'ai dit, et encore qui sont dans la phase de développement, donc qui ont besoin de cette énergie pour leur décollage économique. Maintenant, les énergies alternatives qui sont proposées, tant que ces énergies alternatives ne seront pas accessibles et elles ne seront pas durables, accessibles en termes physiques, mais aussi accessibles en termes financiers, et elles ne seront pas durables, l'Afrique n'aura pas le choix que de se baser sur ses ressources naturelles aujourd'hui pour négocier sa transition énergétique. Ça me paraît évident. Et je crois que aller à des conférences et puis croire qu'on pourra obtenir d'autres résultats, c'est vraiment tourner en rond, parce que, comme je l'ai dit, c'est une question de survie pour le continent, et donc on n'aura pas le choix. Et je pense que nous devons aller avec nos partenaires occidentaux, et je crois qu'ils doivent faire beaucoup d'efforts qu'ils en ont consenti jusqu'ici, pour qu'on puisse être à la ligne d'arrivée ensemble. Je vous remercie. All right. Listen, I have about 2 minutes left, so I can take 1 or 2 quick questions from the audience. If you have a burning question, this is the time to say it, or I'm just going to keep asking questions. Going once. Okay. Sir, over here, please get a mic to him real quick. And I might only have time for him before we have to wrap up the panel. Hello, my name is Jean César. I work at Business France here in the French Embassy in Ivory Coast. My question is for the Minister. Is there a specific policy concerning local content with the arrival of this new oil and gas industry for Ivory Coast? Thank you. Bon, je pense que Eni n'en a pas parlé, mais effectivement, nous avons un contenu local pour tout ce que nous faisons pour l'industrie extractive en Côte d'Ivoire. On a passé récemment au niveau une loi sur le contenu local au niveau du pétrole. On est en train de préparer une autre loi pour les mines. C'est important parce que quand vous tirez de la richesse à partir d'une localité donnée, si vous voulez continuer de profiter durablement de cette richesse, il est important de s'assurer qu'elle est équitablement répartie. Bon, je dis équitablement parce que tout le monde sait très bien que ce sont des industries capitalistiques
et qu'on a besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir faire les découvertes. Ce sont des ressources qui très souvent ne sont pas à la portée de nos entreprises locales. Mais quand une découverte est faite, c'est bon qu'on s'assure qu'elle bénéficie à ceux qui ont fait les investissements de départ, mais aussi à ceux sur le territoire desquels la découverte a été réalisée, d'une part. D'autre part, notre pays est dans une position qui lui permet de tirer les leçons du passé des autres pays qui ont d'abord basé leur développement sur les ressources extractives et qui souvent ont conduit malheureusement à des désastres. Nous, notre chance, c'est que nous avons basé le développement de notre pays sur l'agriculture. Donc, les ressources sont diversifiées. Nous n'allons pas, parce que nous avons commencé à découvrir des richesses sur le sous-sol, abandonner l'agriculture, loin s'en faut. Ouais. Mais surtout, je voulais insister, nous n'allons pas constituer des rentes qui vont faire l'objet de convoitises et qui peuvent, à la limite aussi, être source de conflits, y compris entre les fils d'un même pays. C'est cette leçon-là que nous allons tirer pour essayer de bâtir une industrie extractive qui soit inclusive et qui puisse supporter le développement de notre pays. All right. I'm afraid we have to leave it there. Please give a big round of applause to Luca Vignati, and Minister Sangafor Coulibaly. Thanks a lot. Merci beaucoup.